Bonjour à tous. Je t'ai préparé une nouvelle sélection de 6 exercices classiques qui viennent de tomber au bac cette année et que j'ai pris soin de corriger en détail avec des rappels de cours pour bien t'aider à réviser ces différents thèmes. Tu retrouveras en description le fichier PDF avec la sélection des différents exercices pour que ce soit plus simple pour toi à suivre et pour éventuellement d'abord t'entraîner à les faire seul. Tu peux aussi utiliser les chapitres de la vidéo pour naviguer vers ceux qui t'intéressent. Elle vient compléter cette playlist dans laquelle tu peux retrouver plusieurs dizaines d'exercices corrigés. Prêt? Alors c'est parti avec le premier sujet. On s'attaque dans cette vidéo à la correction détaillée d'un exercice classique de mécanique qui va te permettre de bien réviser les connaissances et les méthodes à maîtriser pour un contrôle ou pour le bac. On va étudier le mouvement d'un homme canon, assimilable à un projectile, dans le champ de pesanteur uniforme terrestre. Comme d'habitude, tu peux retrouver en description l'intégralité du sujet à télécharger pour d'abord t'entraîner à le faire seul. La première partie s'intéresse à l'étude énergétique du vol. On commence tout de suite avec la première question. Exprimer l'énergie mécanique du système à la date t égale 0 secondes. Cette première question nécessite de bien connaître la définition de l'énergie mécanique d'un système. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'énergie mécanique, c'est tout simplement la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle, aussi appelée énergie potentielle de pesanteur. Pour l'exprimer à la date demandée, il faut remplacer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle par leurs expressions respectives qui sont également à connaître. L'énergie mécanique est donc égale à 1 demi de la masse multipliée par la vitesse au carré, ça c'est l'expression de l'énergie cinétique, puis la masse multipliée par g multipliée par z. Z c'est l'altitude du système. Et cette partie correspond à l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Du coup, on peut écrire qu'à la date t égale 0 secondes, en prenant soin d'utiliser les notations de l'énoncé, que l'énergie mécanique en G0, ici, est égale à 1 demi de la masse fois V0 au carré, plus la masse multipliée par G, multipliée par grand H. Grand H correspondant à son altitude à cet instant. La question suivante demande de s'appuyer sur un raisonnement énergétique pour déterminer la vitesse du système à l'arrivée dans le filet. Il faut que tu saches exploiter la conservation de l'énergie mécanique dans le cas du mouvement dans un champ uniforme, comme celui-ci. Je te rappelle que de manière générale, au cours d'une chute libre sans frottement, autrement dit si le système n'est soumis qu'à son poids, l'énergie mécanique se conserve. La diminution de l'énergie potentielle est compensée par l'augmentation de l'énergie cinétique. Mais ça, on va y revenir après. On peut donc écrire cette égalité, avec GF qui correspond au point d'arrivée dans le filet. Et une fois que l'on a rappelé cette conservation, il suffit tout simplement de remplacer chaque énergie mécanique par son expression, comme je te le fais ici, puis de simplifier. D'après le schéma, petit h et grand H sont égaux. Donc, je peux simplifier à gauche et à droite. Puis encore simplifier par 1 demi multiplié par m. Pour retrouver que V0 carré est égal à Vf carré, avec Vf la vitesse du système à l'arrivée dans le filet. Et finalement, que Vf, ce qu'on cherche, est égal à V0, donc est égal à 31 mètres par seconde. Pour répondre à la dernière question de cette première partie, je vais reprendre une remarque que je t'ai faite au début de la question précédente. Au cours d'une chute libre sans frottement, l'énergie mécanique se conserve, ce qui veut dire qu'elle reste constante au cours du mouvement, et on n'oublie pas qu'elle est égale à la somme des deux autres. On peut alors représenter sur la copie, sans souci d'échelle, l'évolution des énergies en fonction du temps. Dans la première phase du mouvement, l'altitude du système augmente tandis que sa vitesse diminue. Du coup, son énergie potentielle augmente et son énergie cinétique diminue. Je t'ai remis ici les expressions pour t'aider à bien comprendre cette représentation. Et c'est l'inverse qui se passe dans la seconde phase du mouvement. Petite remarque, la représentation ici est faite sans souci d'échelle, mais j'ai tout de même pris soin de faire commencer l'énergie potentielle de pesanteur au-dessus de 0, puisque l'altitude initiale est différente de 0. Elle est égale à 8,0 mètres d'après le schéma. Et j'ai positionné EM en tenant compte qu'elle correspond à la somme de l'énergie potentielle de pesanteur plus de l'énergie cinétique. On termine ainsi la première partie de cet exercice. Les deux premières questions de la deuxième partie sont vraiment à maîtriser parfaitement. On les retrouve dans la plupart des exercices de mécanique sur l'étude des mouvements dans un champ de pesanteur uniforme ou dans un champ électrique uniforme. Elles guident ici le candidat pour arriver à déterminer les équations horaires du mouvement.
C'est quelque chose dont tu as beaucoup entendu parler dans ce chapitre. C'est l'occasion de bien te rappeler toute la méthode étape par étape pour que tu comprennes bien et pour que tu la maîtrises pour tes futurs exercices. Pour ça, il faut tout simplement commencer par appliquer la deuxième loi de Newton au système. Et on prend soin pour plus de rigueur de rappeler que cela se fait dans un référentiel terrestre supposé galiléen, comme c'était d'ailleurs bien écrit dans l'introduction de cet exercice. On écrit donc que la somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse multipliée par son vecteur accélération. La somme des forces ici, eh bien, c'est tout simplement le poids, c'est la seule force qui s'exerce sur le système, que je remplace par son expression, m fois g, et on simplifie chaque membre par m, pour retrouver cette égalité. Pour parvenir ensuite à l'expression des coordonnées du vecteur accélération du système pendant le vol, ce qu'on cherche, une fois arrivé à ce résultat, il suffit de projeter le vecteur g, le vecteur champ de pesanteur, sur les axes du repère proposé sur le schéma de la situation. Sur OX, on trouve 0, et sur OZ, moins g, tout simplement puisque le vecteur g a la même direction, mais un sens opposé à OZ. Ensuite, à partir des coordonnées du vecteur accélération, on peut en déduire les équations horaires assez facilement en suivant toujours la même méthode. D'abord, par définition, comme le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, eh bien les primitives des coordonnées du vecteur accélération permettent d'obtenir celles du vecteur vitesse. Je commence donc par écrire tout simplement celle du vecteur accélération, puis on va venir chercher les primitives. Et j'en profite ici pour te rappeler les trois types de primitives que tu dois bien connaître et dont on se sert régulièrement en mécanique. Je te remonte tout ça bien en détail pour cet exemple. AX égale à 0, donc sa primitive est une constante, que je note ici C1. Pour AZ qui est égal à moins G, qui est une constante, sa primitive est de la forme moins GT plus une deuxième constante. Il faut ensuite bien te souvenir qu'on doit utiliser les conditions initiales pour déterminer les constantes d'intégration, C1 et C2. Donc pour ça, tu analyses tout simplement l'énoncé pour retrouver les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant initial, donc les coordonnées de V0. Ici, une projection de vecteurs sur les axes OX et OZ était nécessaire. C'est un savoir-faire à bien maîtriser que je t'ai détaillé dans une vidéo de cours complète, que je te remets éventuellement en description ici si besoin. Tu pouvais aussi éventuellement t'aider du résultat pour t'aider à les retrouver. On va le refaire ici ensemble rapidement. V0x est ici, c'est le côté adjacent, et on veut l'exprimer en fonction de l'hypoténuse de V0. C'est bien le cosinus de l'angle qui permet de relier le côté adjacent et l'hypoténuse. V0x est égal à V0 cos alpha. De même, V0z est ici, c'est le côté opposé, et c'est le sinus de l'angle qui permet de relier l'hypoténuse et le côté opposé. V0z est égal à V0 sin alpha. Ce sont bien des constantes qui ne dépendent pas de la variable petit t, du temps. On retrouve ainsi les coordonnées du vecteur vitesse. On poursuit en reprenant la même méthode pour déterminer celle du vecteur position et en déduire ainsi les équations horaires du mouvement. Le vecteur vitesse est défini comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc de la même manière, les primitives des coordonnées du vecteur vitesse permettent d'obtenir celle du vecteur position. Et je t'ai également remis ici les différents types de primitives qui permettent de déterminer les coordonnées du vecteur position. On utilise encore les conditions initiales pour déterminer les constantes, C3 et C4. À l'instant t égale à 0 secondes, le centre d'inertie du système se trouve ici. Donc les coordonnées de OG0, c'est x0 égale à 0 qui correspond à C3, et z0 est égal à grand H qui correspond à C4. Et c'est parfait, on est rassuré, on retrouve ainsi bien les équations horaires du mouvement de l'homme canon pendant le vol qui nous étaient proposées dans l'énoncé. Petite remarque avant de terminer la correction de ce sujet. Lorsque tu bloques sur une question et qu'on te donne le résultat à retrouver, comme ici, tu as parfaitement le droit de t'en servir pour faire les questions suivantes. C'est aussi là pour ça. Typiquement ici, si un candidat ne sait pas répondre à la question 5, il peut parfaitement continuer les suivantes en s'aidant de ce résultat. Allez, on y va pour les 3 dernières questions. Question 6. Donnez la valeur de la coordonnée z de t lorsque le système entre en contact avec le filet de protection. C'est ici une simple analyse du schéma qui permet d'en déduire que la valeur de la coordonnée zt
autrement dit l'altitude, lorsque le système entre en contact avec le filet de protection, est de 8,0 mètres. Question 7, en déduire la valeur de la durée du vol, puis celle de la longueur de la portée. Ce n'était pas explicitement demandé dans le sujet, mais pour t'aider à bien comprendre, je te rappelle d'abord ce que c'est que la portée. C'est tout simplement la distance horizontale parcourue par le projectile entre le moment où il est lancé et celui où il retombe sur le sol, ou le moment où il atteint la même altitude que celle de sa position initiale, comme dans cet exercice. On peut donc écrire, là encore en reprenant bien les notations de l'énoncé, que z à l'instant tv est égal à grand H. Et je reprends l'équation horaire précédente en remplaçant t par tv. Ensuite, en soustrayant grand H dans chaque membre, on retrouve cette expression. On a ici une équation du second degré que l'on va chercher à résoudre pour déterminer tv. On peut d'ores et déjà éliminer une solution évidente, tv égale à 0 secondes, qui correspond à l'instant initial du tir. C'est bien la deuxième solution qui nous intéresse, lorsque le projectile arrive ici, dans le filet. On peut alors diviser par tv, puisque tv est différent de 0 secondes, on vient de le dire, pour retrouver cette expression. Puis, comme on a les valeurs des différentes grandeurs, on peut effectuer une application numérique en veillant bien lors de l'utilisation de la calculatrice que les angles sont en degrés, comme ici alpha est exprimé en degrés. Fais bien attention à ça, car souvent les calculatrices sont par défaut en radians. Il faut donc aller dans les réglages. On conservera bien deux chiffres significatifs pour exprimer le résultat de ce calcul. C'est à l'aide de la deuxième équation horaire que l'on va pouvoir déterminer l'abscisse du système à cet instant, ce qui correspond finalement bien à la portée, à la distance horizontale parcourue par l'homme canon, en remplaçant tout simplement t par tv et en réalisant l'application numérique. J'ai pris soin ici, pour une meilleure précision, d'utiliser cette expression de tv plutôt que le résultat arrondi. La dernière question du sujet nous guide pour interpréter le résultat obtenu en le comparant au record homologué ce jour-là. On remarque que la longueur estimée par ce modèle est environ 2 fois plus grande que celle du record de 56,64 mètres établi ce jour-là. La deuxième partie de la question nous invite à expliquer cette différence. On peut dire que cela suggère que le modèle utilisé ici de la chute libre sans frottement n'est pas valable. En réalité, les forces de frottement de l'air jouent un rôle non négligeable, réduisant la portée réelle par rapport à celle théorique en chute libre. C'est parti pour une nouvelle correction détaillée d'un exercice de chimie tombé au bac en 2024. Tu vas pouvoir réviser plusieurs notions clés comme les formules topologiques et semi-développées, la spectroscopie infrarouge ou encore les titrages avec l'utilisation d'un indicateur coloré. Comme d'habitude, tu retrouveras pour t'entraîner le sujet à télécharger en description. Et on va s'intéresser ici à un contrôle qui est réalisé sur une boîte d'ibuprofène 200 mg. C'est parti pour la première partie qui vise à identifier le principe actif. Dans la question 1, il est demandé d'écrire la formule semi-développée de l'ibuprofène. Pour ça, on va tout simplement se servir du document numéro 1, sur lequel est représentée la formule topologique. Tu rencontreras souvent des exercices du bac dans lesquels on a besoin de ce savoir-faire, passer d'une formule topologique à une formule semi-développée. Dans une formule topologique, je te rappelle que la chaîne carbonée est représentée par une ligne brisée, où chaque segment représente une liaison. Sauf indication contraire, un atome de carbone se trouve à chaque sommet de la ligne brisée. Tous les éléments chimiques sont représentés, sauf les atomes de carbone, ainsi que les atomes d'hydrogène liés à du carbone. Et l'astuce, pour retrouver facilement la formule semi-développée, c'est de bien se souvenir que les atomes de carbone portent autant d'hydrogène que nécessaire pour établir, au total, 4 liaisons covalentes. Je te conseille de d'abord les identifier au brouillon, par exemple sur le sujet. C'est pour ça que sur chaque sommet, où on compte 3 liaisons, je viens simplement écrire un atome de carbone lié à un atome d'hydrogène, pour former la 4e liaison manquante, qui n'est pas représentée sur la formule topologique. S'il y a déjà 4 liaisons, alors il n'y a pas de liaison CH en plus, comme sur les sommets que je viens de rajouter. Et ainsi de suite. Il n'y a plus qu'à recopier tout ça proprement sur ta copie. Sur la formule semi-développée d'une molécule figurent bien ses différents atomes, représentés par leurs symboles, et les différentes liaisons, simples, doubles ou triples, entre les atomes, à l'exception de celles entre un hydrogène et un autre carbone.
On identifie alors facilement ici, comme cela est demandé dans la question 2, un groupe carboxyle, RCOOH, et la famille fonctionnelle associée, qui est la famille des acides carboxyliques. On enchaîne tranquillement avec la question 3, qui a pour objectif de vérifier que le candidat sait exploiter une table de données avec les bandes d'absorption infrarouge de différentes liaisons. Ici, c'est le document 3, pour identifier une molécule. Évidemment, tu n'as pas à les connaître par cœur, mais tu dois simplement savoir les exploiter. Ce qui est finalement assez simple. On analyse tout simplement cette table pour identifier les liaisons présentes sur la molécule d'ibuprofène, sur laquelle on vient de travailler et sur laquelle on vient d'identifier un groupe caractéristique carboxyle. Du coup, ce sont donc ces deux liaisons-là que je te surligne et que l'on va chercher à identifier sur le spectre d'absorption infrarouge de l'échantillon afin de justifier qu'il peut correspondre à celui de l'ibuprofène. Là encore, c'est une question très classique et des points faciles à prendre le jour d'un contrôle ou le jour du bac. Il ne reste plus qu'à rédiger. On peut identifier sur le spectre de l'échantillon une bande d'absorption moyenne et large autour de 3000 cm-1, qui correspond à la liaison OH acide carboxylique, et une bande d'absorption forte et fine vers 1700 cm-1, qui correspond bien à la liaison double CO d'un acide carboxylique. Cela permet de justifier qu'il peut correspondre à celui de l'ibuprofène, qui contient ces différentes liaisons chimiques. On termine ainsi la première partie de cet exercice et on passe maintenant au contrôle du dosage d'un comprimé. Il est comme toujours important de bien lire l'énoncé pour assimiler le protocole suivi pour réaliser ce dosage, mais on va y revenir ensemble tranquillement étape par étape dans les différentes questions. Question 4. Représenter le montage légendé permettant d'effectuer ce dosage par titrage. On reste dans le domaine des questions classiques, et comme je viens de te le dire, on s'aide du protocole pour bien lister le matériel utilisé. Un support sur lequel est accrochée une burette graduée. La burette graduée, elle contient la solution titrante, ici c'est une solution d'hydroxyde de sodium. La solution titrée dans laquelle se trouve l'ibuprofène est placée dans un Erlenmeyer. Attention à ne pas oublier l'agitateur magnétique et le barreau aimanté qui permettent l'homogénéisation automatique de la solution pendant toute la durée du titrage, comme tu as dû l'expérimenter plusieurs fois lors de tes séances de travaux pratiques. Il s'agit bien d'un titrage avec une réaction support entre un acide et une base, mais le protocole n'évoque pas de suivi pH métrique avec un pH mètre, mais uniquement un indicateur coloré. C'est pour cette raison que je n'ai pas représenté ici de pH mètre. Et justement, la question 5 demande d'écrire cette équation de réaction support du titrage que l'on peut facilement retrouver en analysant l'énoncé. La réaction support du titrage modélise une transformation chimique au cours de laquelle l'acide d'un couple, ici noté RCOOH pour reprendre la notation proposée par l'énoncé, cède un H+, à la base d'un autre couple, ici c'est HO-. Il s'agit bien d'une réaction acide-base avec transfert d'ion hydrogène. On continue tranquillement avec les deux questions suivantes qui vont permettre de réviser l'utilisation d'un indicateur coloré acido-basique. J'ai pris soin ici de te rappeler qu'un indicateur coloré acido-basique est composé d'un couple acide-base dont la forme acide et la forme basique ont deux teintes différentes. Et c'est justement pour cette particularité-là qu'on les utilise lors de ce type de titrage. Pour expliquer son rôle simplement, comme il est demandé dans la question 6, on peut dire que l'utilisation du rouge de crésolol lors du titrage permet de repérer le volume équivalent grâce à un changement de couleur lors de la variation brusque de pH. Pour ça, la zone de virage de l'indicateur coloré choisi doit nécessairement contenir la valeur du pH à l'équivalence. C'est ce qui motive ce choix. Comme le sujet l'indique ici, le pH attendu à l'équivalence est voisin de 8,1, qui est bien compris dans la zone de virage du roule de crésolol, compris entre 7,2 et 8,8. Tout simplement. On termine la correction de ce sujet avec les deux dernières questions, un tout petit peu plus difficiles. Déterminer la valeur de la masse d'ibuprofène contenue dans le comprimé. Pour faire ça, il suffit d'exploiter le volume équivalent qui était directement donné ici dans le sujet. Il est précisé que le virage de l'indicateur coloré a lieu pour un volume d'hydroxyde de sodium versé de 15,5 ml. Retiens bien que pour exploiter les résultats d'un titrage, il faut toujours commencer par rappeler la définition de l'équivalence. C'est ce qu'on va faire
À l'équivalence, les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Et ça veut dire que les quantités de matière des réactifs, titrants et titrés, donc comme on l'a dit tout à l'heure, RCOH et HO-, sont introduites dans les proportions stoichiométriques. Ça se traduit par cette égalité, qui est le point de départ du raisonnement. Attention, cette égalité s'écrit en divisant bien chaque quantité de matière des réactifs par le nombre stoichiométrique associé dans l'équation de la réaction support du titrage. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris soin de la réécrire ici. Ici, c'était un cas simple, puisque chaque nombre stoichiométrique est égal à 1. Je te conseille également, pour chaque exploitation de résultat d'un titrage, d'utiliser des surligneurs de couleurs différentes pour chacun des réactifs. On peut alors dans un premier temps les exploiter pour calculer facilement la quantité de matière initiale en RCOOH. Pour ça, on exprime la quantité de matière en HO- à l'équivalence, qui est égale à CB fois VB équivalent. Puis on passe à l'application numérique, en veillant bien, comme toujours, à l'homogénéité des unités, qui nécessite ici de convertir le volume équivalent en litres en multipliant par 10 puissance moins 3. On ne perd pas de vue que l'on souhaite déterminer une masse, il faut donc, à partir de cette quantité de matière, utiliser cette relation qui lie petit m la quantité de matière, petit m la masse et grand M la masse molaire pour pouvoir la calculer. Nouvelle application numérique, à l'aide de la masse molaire cette fois, donnée dans l'énoncé, et pour laquelle j'ai repris cette expression pour la quantité de matière d'ibuprofène plutôt que le résultat arrondi pour plus de précision. Ici, attention à bien interpréter ce résultat obtenu, bien comprendre sa signification. Il s'agit d'une masse de 80 mg qui est contenue dans un volume de 20 ml, prélevé dans la fiole jaugée de 100 ml. Une lecture attentive de l'énoncé était bien nécessaire. Il ne faut donc pas s'arrêter là pour parvenir à déterminer la masse d'ibuprofène contenue dans le comprimé. Pour y arriver, il suffit simplement d'utiliser une relation de proportionnalité que je vais illustrer simplement avec un tableau, avec ce que l'on vient de déterminer et ce que l'on cherche. On en déduit de cette manière la masse d'ibuprofène contenue dans un comprimé, initialement extrait et introduite dans une fiole de 100 ml, soit 400 mg. La dernière question nous amène à interpréter ce résultat, justifier que la valeur obtenue est compatible avec une erreur d'étiquetage. Je t'ai remis ici un extrait de l'introduction du sujet qui permettait de faire ça. Il ne fallait pas perdre de vue que dans cet exercice, on s'intéresse à un contrôle réalisé sur une boîte d'ibuprofène 200 mg. Du coup, on peut dire que ce résultat est compatible avec une erreur d'étiquetage, puisqu'il s'agissait de contrôler une boîte d'ibuprofène 200 mg et qu'il en existe également sous forme de 400 mg, que l'on a identifié ici. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser l'étude d'un mouvement avec l'utilisation du repère de Freinet et les lois de Kepler. On va pour ça corriger un exercice du bac en te rappelant bien les points importants du cours que tu dois retenir. Tu peux télécharger le sujet en description si besoin pour d'abord t'entraîner à le faire seul. On va s'intéresser au mouvement d'une sonde autour d'une des lunes de Jupiter. Et d'ailleurs, dans la question 1, il est demandé de schématiser sans souci d'échelle la situation et de placer le repère de Freinet, puis de représenter la force d'interaction gravitationnelle à laquelle la sonde JUICE est soumise de la part de Ganymède. On est finalement ici dans le cas d'une étude classique, comme tu en as certainement déjà rencontré, avec des satellites en mouvement autour d'une planète par exemple. On s'intéresse ici à l'orbite circulaire de hauteur petit h égale à 500 km, que j'ai pris soin de représenter ici. Pour placer le repère de Freinet, comme demandé, je te rappelle que c'est un repère mobile, associé à un objet en orbite autour d'un astre qui est défini à partir de son origine, située au niveau du centre de l'objet, donc ici du centre de la sonde, d'un vecteur unitaire noté UN, qui est perpendiculaire à la trajectoire de l'objet, et d'un vecteur unitaire UT, qui est tangent à la trajectoire de l'objet. La force d'interaction gravitationnelle à laquelle la sonde est soumise de la part de Ganymède est une force dont la direction est celle de la droite, reliant le centre de l'astre et de l'objet. Et le sens, c'est vers l'astre attracteur, donc vers Ganymède. Ensuite, dans la deuxième question, il est demandé d'exprimer ce vecteur force. La forme générale de cette expression est à connaître. Grand G multiplié par la masse des deux objets divisé par la distance qui les sépare au carré.
en reprenant bien les notations de l'énoncé. Et comme on peut le voir sur le schéma, on utilise le vecteur unitaire un pour l'exprimer, car il est collinéaire au vecteur force. Plusieurs points de vigilance. D'abord, la distance qui sépare Ganymède de la sonde, elle correspond bien à RG, le rayon de Ganymède, plus H, l'altitude à laquelle la sonde orbite. Il faut être aussi particulièrement vigilant avec le vecteur unitaire, puisqu'on demande bien ici l'expression vectorielle. Pour ça, aide-toi bien d'un schéma. Cela permet de retrouver que le vecteur force et le vecteur unitaire un ont le même sens. Si les sens étaient opposés, on aurait alors rajouté ici un signe moins. Question suivante. On rentre dans le vif du sujet et on demande de montrer que la sonde a un mouvement circulaire uniforme dans le référentiel supposé galiléen centré sur Ganymède. Cette petite remarque-là n'est pas anodine et doit nous mettre sur la piste de l'utilisation de la deuxième loi de Newton. Rappelle-toi bien que c'est souvent notre point de départ lors des études de mouvement en mécanique. On commence pour ça par définir le système étudié et du coup le référentiel d'étude qui doit être galiléen, avant de pouvoir appliquer la deuxième loi de Newton. Somme des forces extérieures appliquées au système est égale au produit de la masse et du vecteur accélération. Il est bien précisé ici que l'on considère que le système n'est soumis qu'à la force d'interaction gravitationnelle. Je remplace alors par son expression dans le membre de gauche, puis je cherche à exprimer le vecteur accélération de manière à pouvoir ensuite faire l'analogie avec l'expression de l'accélération dans le repère de Freinet. Et pour ça, il suffit simplement de diviser par mj chaque membre. Une fois que l'on a obtenu l'expression de l'accélération, on a besoin de l'apport d'une nouvelle connaissance de ton cours pour pouvoir montrer que le mouvement de la sonde est circulaire uniforme. Tu dois savoir que pour un mouvement circulaire, dans le repère de Freinet, l'expression de l'accélération est de cette forme, c'est à retenir. Et je te rappelle que la constante que l'on retrouve ici au dénominateur correspond à la distance qui sépare le système étudié au point autour duquel il est en mouvement. C'est donc bien la distance RG plus H, rayon de Ganymède plus l'altitude à laquelle la sonde orbite. On retrouve alors bien ici l'intérêt d'utiliser ce type de repère. Par analogie, on en déduit que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0. La composante tangentielle de l'accélération est nulle, et la seule accélération présente, c'est la composante normale, celle qui fait tourner la sonde autour de Ganymède. Donc si la dérivée de la vitesse par rapport au temps est égale à 0, on peut en déduire que la vitesse de la sonde est constante, et que le mouvement est bien circulaire uniforme. On continue tranquillement. Il est maintenant demandé de montrer que la vitesse de la sonde peut s'écrire ainsi. Pour ça, on va encore effectuer une analogie avec l'expression des vecteurs accélération établie précédemment, que j'ai pris soin de te remettre ici. Et on va cette fois exploiter la composante normale. On retrouve ainsi cette égalité. Il s'agit maintenant simplement de la manipuler pour arriver à retrouver V égale quelque chose. C'est ce qu'on cherche. Pour ça, je commence par multiplier par RG plus H chaque membre pour la simplifier. Puis, je prends la racine carrée. Et mission accomplie. On retrouve bien l'expression qui est proposée. On est rassuré. Question suivante. Dans la première partie, il est demandé d'établir l'expression de la période grand T en fonction de RG, de H, de MG et de grand G. Reprenons tranquillement la définition de la période de révolution pour pouvoir répondre à cette question. La période de révolution, grand T, c'est la durée d'une révolution de la sonde autour de Ganymède. Il s'agit finalement ni plus ni moins que de rechercher l'expression d'une durée, qui nécessite, je te le rappelle, de connaître la distance parcourue et la vitesse moyenne sur le parcours. On prend le temps de bien analyser ici ce que l'on étudie. Distance parcourue, ça correspond au périmètre d'un cercle. 2π fois le rayon, donc RG plus H. Pour la vitesse de la sonde, on va réutiliser le résultat de la question précédente, tout simplement, indiqué ici. On en déduit alors l'expression de grand T en effectuant la division. Et c'est une expression que l'on peut simplifier avant d'effectuer l'application numérique. Pour ça, on peut commencer par multiplier par racine de RG plus H au numérateur et au dénominateur pour retrouver cette expression. Ensuite, de manière à passer ce RG plus H sous la racine, je peux le réécrire comme ça. C'est égal à racine carrée de RG plus H au carré. Et on retrouve cette expression. Pour finir, il ne reste plus qu'à effectuer l'application numérique pour une altitude petit h égale à 500 km.
en veillant bien, comme toujours, à l'homogénéité des unités, que j'ai pris soin comme souvent de te réécrire ici d'une couleur différente pour bien t'aider à les visualiser. Une conversion du rayon de Ganymède est nécessaire, de kilomètres à mètres, en multipliant par 10 puissance 3. Et même chose pour l'altitude petit h. Entraîne-toi bien à taper ce genre de calcul sur ta calculatrice. Il n'y a rien de compliqué, mais cela t'aidera à te familiariser avec et tu seras plus à l'aise le jour de ton contrôle ou le jour du bac. Le résultat de la période s'exprime bien en secondes. Pour convertir ce résultat en heures et le comparer à la valeur proposée dans la question 5, il suffit de diviser par 3600, puisque je te le rappelle, il y a 3600 secondes dans une heure. Et en prenant soin de reprendre le résultat précédent sur la calculatrice plutôt que l'arrondi pour plus de précision. Résultat validé, on est encore une fois rassuré. On enchaîne et on arrive à la fameuse troisième loi de Kepler. Il est demandé de l'utiliser pour déterminer la période de la sonde JUICE sur son orbite circulaire d'altitude 5000 km cette fois. Là encore, je te rappelle cette connaissance importante de ton cours. La troisième loi de Kepler exprime une relation entre la période de révolution grand T exprimée en secondes de la sonde et le rayon de l'orbite exprimé en mètres. Souvent noté T au carré divisé par A au cube ou T au carré divisé par R au cube, lorsqu'on l'applique pour le mouvement d'une planète, mais j'ai pris soin ici de directement l'appliquer à la situation étudiée. Ici, pour les orbites circulaires d'altitude 500 km et 5000 km, on retrouve alors cette égalité. Il s'agit de la manipuler pour isoler le terme recherché, T5000, en multipliant par Rg plus H5000 au cube et en prenant la racine carrée. On passe ensuite à l'application numérique, et comme pour chaque application numérique, il faut bien exploiter les données de l'énoncé et éventuellement les résultats précédents pour retrouver les valeurs de chaque terme, contrôler l'homogénéité des unités et utiliser sa calculatrice avec précaution pour ce type de calcul assez lourd à taper. Question 7. En utilisant les réponses aux questions 5 et 6, estimez le nombre d'orbites effectuées par la sonde autour de Ganymède et commentez la phrase ci-dessous. Une analyse attentive de cette partie du sujet permet de détailler tranquillement le raisonnement en deux étapes. D'abord, déterminer le nombre d'orbites effectuées pendant 90 jours sur une orbite circulaire d'altitude 5000 km, avec éventuellement un petit tableau de proportionnalité pour bien visualiser la situation étudiée. Là encore, en veillant à exprimer chaque durée dans la même unité, d'où cette conversion de 90 jours en secondes. Puis, même chose pendant les 102 jours sur une orbite circulaire d'altitude 500 km. On en déduit une estimation du nombre total d'orbites effectuées par la sonde autour de Ganymède, soit 1087 orbites. La différence avec les 1167 orbites proposées dans l'énoncé est due aux orbites effectuées lors de la première phase et de la dernière phase, décrites ici. Allez, on y est presque, plus que deux questions. Indiquez à quel type d'onde les ondes radio appartiennent, mécaniques ou électromagnétiques. Une petite question courte toute simple, l'occasion éventuellement de te rafraîchir la mémoire. Retiens bien qu'on distingue deux grands types d'ondes, les ondes mécaniques, dont la propagation nécessite un milieu matériel, comme pour les ondes sonores par exemple, et les ondes électromagnétiques, qui n'ont pas besoin de support matériel pour se propager. Les ondes radio sont des ondes électromagnétiques. Elles n'ont pas besoin d'un milieu matériel pour se propager et peuvent être utilisées pour communiquer avec les sondes spatiales par exemple. Et enfin, question 9, montrer en négligeant la distance entre la sonde JUICE et Jupiter que le temps mis par le signal radio pour faire un aller-retour est proche de celui annoncé. Situation classique de calcul d'une durée. En veillant à bien considérer un aller-retour pour la distance et en se souvenant de la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide, qui ne t'est pas donnée. On peut alors écrire que la célérité est égale à 2 fois la distance maximale entre la Terre et Jupiter divisée par la durée ΔT, en prenant cette distance maximale entre Jupiter et la Terre dans l'énoncé, et là encore, en veillant bien à l'homogénéité des unités, en multipliant par 10 puissance 3 pour l'exprimer en mètres, unité du système international. 2 fois cette distance, puisque le signal fait un aller-retour. On détermine ainsi une durée en secondes. Et en divisant par 3600, on en déduit le nombre d'heures, puis le nombre de minutes en multipliant la partie décimale par 60. On retrouve ainsi que la durée mise par le signal radio pour faire un aller-retour entre la sonde et la Terre est d'environ 1 heure 43 minutes, un résultat qui est proche
de la durée annoncée par le texte. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te félicite pour ta concentration et je te souhaite bon courage pour ton bac. Dans cette vidéo, je te propose de réviser ton chapitre sur les phénomènes de diffraction et d'interférence avec la correction détaillée de cet exercice du bac 2024. Il y a une première partie dans laquelle on va vérifier la longueur d'onde d'un laser en exploitant des mesures expérimentales et un code Python, puis une seconde qui est une application du phénomène d'interférence pour caractériser le maillage d'un voile schématisé ici. Un exercice assez complet et varié, parfait pour bien réviser. Prêt? C'est parti. Première question, exprimer l'angle θ en fonction de grand L et de grand D. Je te rappelle que l'angle θ est nommé écart angulaire ou demi-angle de diffraction car c'est la moitié de l'angle traduisant l'étalement du faisceau. Et c'est en exploitant cette figure et en faisant un peu de trigonométrie que l'on va pouvoir relier ces trois grandeurs. Regarde bien ici. Si je zoome un peu sur cette figure, on retrouve ici un triangle rectangle que je t'ai surligné en bleu. Avec θ, le côté adjacent, c'est la distance fente-écran notée grand D, et en face, on a le côté opposé qui correspond à la moitié de la tâche centrale, grand L divisé par 2. Pour relier θ, L et D, on va utiliser la tangente. Tout simplement puisqu'on ne cherche pas à exprimer θ en fonction de l'hypoténuse. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le sinus et pas le cosinus. On peut alors écrire que tangente θ est égal au côté opposé divisé par le côté adjacent, et il n'y a plus qu'à remplacer et à simplifier. Avec l'approximation des petits angles, qui était d'ailleurs ici rappelé dans l'énoncé, on peut écrire que tangente θ est environ égal à θ, soit grand L, divisé par 2D. On continue. Question suivante. Déduire des informations précédentes la valeur de la longueur d'onde du laser utilisé. On peut commencer par écrire que le graphique obtenu, θ en fonction de 1 sur A, est une droite qui passe par l'origine du repère, traduisant une situation de proportionnalité. Un cas classique d'exploitation de mesures expérimentales. On peut alors modéliser ce graphique par une fonction linéaire, θ égale k fois 1 sur A, avec k le coefficient directeur de la droite. La valeur de k, elle est indiquée ici, dans la console en langage Python. Il suffit simplement de la recopier, aucun calcul n'est nécessaire. Ensuite, pour relier cette modélisation à lambda, on utilise la relation théorique entre l'angle de diffraction θ et la valeur de la largeur de la fente petit a pour les petits angles, également rappelé dans ce sujet, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. D'après l'énoncé θ égale lambda sur a, que l'on peut éventuellement écrire lambda fois 1 sur a pour mettre en évidence l'identification. La longueur d'onde du laser correspond à petit k, que je vais venir ici prendre soin d'exprimer en nanomètres, unité couramment utilisée pour exprimer des longueurs d'onde dans le domaine du visible, comme celle-ci. Et je te rappelle que 1 nanomètre est égal à 10 exposant moins 9 mètres. On continue tranquillement avec la dernière question de cette première partie. Identifier si la valeur mesurée est en accord avec la longueur d'onde indiquée sur la notice fournie par le constructeur. Pour faire ça, il suffisait de se laisser guider par les données de l'énoncé. On compare le résultat de la mesure à une valeur de référence en calculant le quotient suivant, appelé z-score. Cette relation, elle n'est pas à retenir par cœur et elle te sera toujours rappelée si tu en as besoin, je te rassure. C'est donc une application numérique simple pour laquelle on veillera, comme toujours, à l'homogénéité des unités et à conserver le bon nombre de chiffres significatifs. Lambda ref est donné ici, et l'incertitude type, U lambda laser, qui est égale à l'incertitude de K. Elle est également indiquée ici dans la console de langage Python. Il fallait donc bien prendre le temps de la lire et de l'exploiter. Il faut bien penser à convertir en nanomètres pour respecter l'homogénéité des unités. Ce résultat permet d'en déduire que l'écart entre la valeur de la longueur d'onde du laser mesurée et la valeur de la longueur d'onde de référence est inférieur à 2 fois l'incertitude type. On peut alors dire que la valeur mesurée est en accord avec la valeur de référence indiquée sur la notice par le constructeur. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu apprécies ces formats un peu plus longs avec des corrections complètes d'exercices et pas seulement des extraits. Et n'hésite pas à les partager autour de toi si tu les trouves utiles. On arrive maintenant à la partie 2 de cet exercice qui s'intéresse à la mesure de la taille d'une maille rectangulaire d'un voile polyester. Pour ça, une expérience d'interférence est réalisée pour évaluer les dimensions B et B' en utilisant la diode laser précédente. Et on nous donne également cette figure d'interférence à exploiter. Une question classique,
À bien maîtriser donc. Évaluer les valeurs des interfranges à l'aide des dimensions figurant sur la figure. On distinguera bien l'interfrange horizontale notée petit i et verticale notée i'. Là encore, dans ce sujet, la définition d'une interfrange était gentiment rappelée. Mais j'imagine et j'espère que tu dois déjà la connaître. L'interfrange est définie comme la distance séparant les centres de deux franges brillantes ou sombres consécutives. Du coup, si on regarde bien, sur l'axe horizontal, on mesure 45 mm pour 7 interfranges. Donc j'écris 7 fois i égale 45 mm et je réalise une application numérique en conservant deux chiffres significatifs. Même chose sur l'axe vertical, où la mesure de 18 mm correspond à 4 interfranges. Tout simplement. On enchaîne avec la question 5, dans laquelle il faut en déduire du coup les valeurs des dimensions b et b' du maillage, présentées juste avant, en s'aidant de ces relations qui relient les interfranges à ces dimensions. C'est là encore une application numérique simple, et la difficulté va plutôt se trouver sur la deuxième partie de la question, puisqu'il faudra aussi déterminer les incertitudes associées. J'ai pris soin pour les calculs de b et de b', pour plus de précision, de réutiliser le résultat intermédiaire pour les interfranges i et i', plutôt que le résultat arrondi. Chaque grandeur est bien exprimée en mètres pour respecter l'homogénéité des unités. On retrouve d'ailleurs bien, par le calcul, comme sur le schéma de la figure 4, que b est inférieur à b'. On passe maintenant aux incertitudes. Un calcul qui peut parfois faire un peu peur et qui consiste à utiliser la relation qui te sera là toujours rappelée. Je commence par isoler l'incertitude type associée à b, c'est ce qu'on cherche. Puis, j'exploite tranquillement les données de l'énoncé pour pouvoir effectuer le calcul. B, on vient de le déterminer. D' et son incertitude sont ici. L'interfrange avec son incertitude, ici, que je laisse bien en millimètres pour les deux. Et la longueur d'onde et son incertitude ici, en nanomètres pour les deux. Je vérifie bien à chaque fois l'homogénéité des unités. Après application numérique, pour exprimer le résultat, il faut bien te souvenir que pour une incertitude type, on arrondit toujours le résultat par excès, quel que soit le chiffre qui suit. C'est pour ça qu'ici, on arrondit à 0,3 mètres et non pas 0,2, et on conserve bien un seul chiffre significatif. Le raisonnement est identique pour arriver à déterminer l'incertitude associée à b'. Je t'encourage à bien t'entraîner, notamment avec ta calculatrice, pour effectuer correctement ce type de calcul que l'on retrouve finalement assez régulièrement dans des exercices du bac. Avec ces résultats, il ne reste plus qu'à exprimer b et b' avec leur incertitude associée pour conclure la rédaction de la réponse à cette question 5. Allez, on arrive aux deux dernières questions. Expliquez pourquoi la distance grand D utilisée dans le montage de la première partie a dû être remplacée par une distance d' pour effectuer la mesure de la partie 2. Pour répondre à cette question, il faut se souvenir, ou éventuellement exploiter cette relation dans l'énoncé, que l'interfrange est proportionnelle à la distance qui sépare la maille de l'écran. Plus la distance d' est grande, plus l'interfrange est grande. Du coup, de manière à obtenir une plus grande interfrange, qui sera plus facile à mesurer, ils ont remplacé ici grand D, qui est environ égal à 1,8 m, par D', un peu plus de 6 mètres. On arrive à la dernière question, dans laquelle on va chercher à estimer le nombre d'ouvertures par centimètre carré du voile polyester testé et indiquer s'il est utilisable comme moustiquaire anti-pollen. D'après les informations de l'énoncé, une moustiquaire anti-pollen doit comporter à minima 150 ouvertures par centimètre carré. Ce qu'il faut arriver à visualiser ici, à l'aide de la figure 4 du schéma du maillage, sur un rectangle de largeur B et de longueur B', il y a une ouverture. On peut alors commencer par déterminer, par proportionnalité, le nombre d'ouvertures par centimètre, selon l'horizontale et selon la verticale. Et avec ça, on pourra déterminer le nombre d'ouvertures totales par centimètre carré. Donc selon l'horizontale, une ouverture pour une largeur B. Donc pour 1 cm, cela correspond à 16 ouvertures. Le résultat est exprimé ici avec deux chiffres significatifs. Même chose pour la verticale. Une ouverture pour une longueur B', donc pour 1 cm, cela correspond à 11 ouvertures. En multipliant ces résultats, on détermine ainsi le nombre d'ouvertures par centimètre carré, soit environ 176, ce qui est bien supérieur à 150,
Et cela permet d'en déduire que le voile polyester testé est utilisable comme moustiquaire anti-pollen. Comme souvent pour ce type de questions, il y a d'autres raisonnements possibles qui permettent d'arriver au même résultat. Au programme de cette vidéo, étude d'une synthèse organique, mécanisme réactionnel, et une dernière question avec pas mal de réflexions pour les plus courageux. Je te mets comme d'habitude en description le sujet à télécharger et je t'encourage à t'entraîner avant de regarder la correction détaillée dans laquelle je vais te faire tous les rappels importants pour bien réviser ton épreuve. On va s'intéresser dans ce sujet à la synthèse du gallate de propyle selon une transformation chimique modélisée par la réaction dont l'équation est donnée ici et qui va bien nous être utile. On demande dans la première question de recopier sur la copie les formules de l'acide gallique et du gallate de propyle, d'entourer les groupes caractéristiques modifiés lors de la transformation et de nommer les familles fonctionnelles correspondantes. On identifie ici assez facilement et on entoure le groupe caractéristique COOH, groupe carboxyle, qui permet d'en déduire que cet acide appartient à la famille des acides carboxyliques. Et ici, RCOR', un groupe ester et une molécule qui appartient à la famille du même nom. Pour les plus à l'aise d'entre vous, cette équation de réaction pouvait nous mettre sur la piste et identifier une estérification. Je te rappelle qu'une estérification, c'est une réaction de chimie organique couramment étudiée au lycée, au cours de laquelle un ester est obtenu par condensation d'un acide carboxylique et d'un alcool avec formation d'eau. Question numéro 2. On s'intéresse maintenant au mécanisme réactionnel présenté en partie dans l'annexe 3. Et on demande de représenter les flèches courbes de l'acte élémentaire correspondant à l'étape 3 du mécanisme en justifiant leur sens. Je te résume ici rapidement la vidéo de cours complète que j'ai réalisée sur ce thème. Un mécanisme réactionnel permet de décrire la formation et la rupture des liaisons au cours d'une réaction chimique à l'échelle microscopique. À chaque étape, les mouvements de doublet d'électrons sont schématisés par des flèches courbes, c'est ce qu'on demande d'identifier et de représenter ici. Pour ça, il faut tout simplement que tu commences par bien regarder l'étape étudiée pour repérer la nouvelle liaison qui n'est pas présente initialement. C'est celle-ci, entre l'atome d'oxygène et d'hydrogène. On repère ensuite, à gauche, le site donneur d'électrons qui a donné naissance à cette nouvelle liaison. Un site donneur d'électrons présente une densité d'électrons importante. C'est souvent un atome porteur de doublets non liants, comme c'est le cas ici avec l'oxygène, mais ça peut aussi parfois être une liaison polarisée ou une liaison multiple. Ensuite, on recherche le site accepteur d'électrons. On devine ici facilement que c'est cet atome d'hydrogène qui est attaqué. De manière générale, un site accepteur d'électrons est un site avec un déficit d'électrons, comme un atome porteur d'une lacune ou d'une charge positive, partielle ou non. La troisième et la dernière étape consiste tout simplement à tracer là où les flèches courbes nécessaires. Pour la formation d'une liaison, la flèche courbe ira du doublet du site donneur vers le site accepteur, et pour une rupture de liaison, la flèche courbe ira de la liaison qui se rompt vers l'atome le plus électronégatif, comme je te l'ai refait ici. Les indications de formation et de rupture ne sont pas indispensables. Je te les ai ajoutées pour t'aider à bien comprendre. Les flèches suffisent. On passe à la question 3. On demande de représenter le schéma de Lewis de l'espèce obtenue lors de l'étape 4 et de justifier la qualification d'intermédiaire réactionnel donnée à cette entité. Pour ça, je vais commencer par repérer ces 3 atomes qui ne se retrouveront donc pas sur A. Puis, je représente d'abord la partie qui n'est pas modifiée, en bas. Les flèches du mécanisme réactionnel m'indiquent ici une rupture de liaison, le doublet étant emporté par l'oxygène. Et ici, une formation, donc l'apparition d'une liaison double. L'oxygène porte une charge formelle positive en raison des liaisons formées de la distribution des électrons, comme c'est également le cas ici. C'est quelque chose qui se produit souvent avec des intermédiaires réactionnels, où la réactivité est augmentée avec la présence des charges formelles. Retiens de manière générale qu'un intermédiaire réactionnel est une entité qui apparaît à l'issue d'un acte élémentaire, puis qui est consommée au cours d'un acte élémentaire suivant. Comme c'est demandé dans la question, cela me permet de justifier que c'est le cas de l'espèce chimique A, qui est instable en raison de la charge positive sur l'oxygène. On continue tranquillement avec la question suivante, question 4. On demande d'indiquer le rôle joué par les ions hydrogène lors de cette transformation. Les ions hydrogène H+, ils sont régénérés à la fin de la réaction après la formation de l'intermédiaire réactionnel et son évolution vers le produit final. Ces éléments de l'énoncé permettent d'ailleurs de le mettre en évidence. Les ions hydrogène ne sont pas écrits parmi les réactifs ou parmi les produits dans l'équation de la réaction donnée.
Cela signifie bien qu'ils agissent en tant que catalyseurs et qu'ils ne sont pas consommés pendant la réaction. J'espère que mes explications sont claires et qu'elles t'aident dans tes révisions. N'hésite pas à partager la vidéo autour de toi si tu penses qu'elle peut être utile à d'autres. On continue. Question 5. On demande d'indiquer l'intérêt d'introduire en excès le propane 1-ol, qui est un réactif. Une question classique qui permet de vérifier les connaissances du candidat sur les facteurs qui permettent d'augmenter le rendement d'une synthèse. Là encore, de manière générale, il faut que tu retiennes qu'en introduisant un réactif en excès, on favorise le déplacement de l'équilibre chimique vers la formation du produit. J'en profite aussi pour te rappeler un autre critère à retenir, même s'il n'était pas évoqué ici, qui consiste à éliminer un produit au fur et à mesure de sa formation. Dans cette étude, l'excès de propanol pousse la réaction vers la formation du gallate de propyle et augmente ainsi le rendement de la réaction. Allez, on y arrive. La dernière question. Pour celles et ceux qui me demandent parfois des questions un peu plus difficiles, là il y a de quoi faire. On demande de déterminer la masse d'acide gallique nécessaire pour obtenir 500 litres d'huile possédant la teneur maximale en conservateur autorisé par la réglementation. Et on demande de commenter le résultat. On invite le candidat à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'est pas aboutie. Ce genre de commentaire que l'on retrouve parfois sur des sujets de bac, pour des questions un peu plus complexes, doit t'encourager à t'engager dans une rédaction, sans crainte de ne pas parvenir au résultat final, et en présentant bien tes calculs avec les relations utilisées. Prends le temps pour ça d'analyser les énoncés, de bien les relire, et de réfléchir à comment les exploiter à partir de ce que tu connais et de ce qu'on te demande évidemment. Les correcteurs ont pour mission de valoriser ton engagement. On va commencer ici par exploiter cette donnée, la masse volumique de l'huile d'olive, qui permet de déterminer facilement la masse totale de 500 litres d'huile d'olive, à condition évidemment de connaître cette relation utilisée depuis le collège, qui est la masse volumique, la masse et le volume d'un échantillon. Si on est rigoureux ici, avec les chiffres significatifs, il ne faut en garder que deux, comme la masse volumique n'est donnée qu'avec deux chiffres significatifs. Par la suite, pour les prochains calculs, on pourra prendre soin d'utiliser cette expression pour la masse volumique plutôt que ce résultat qui est arrondi. On continue tranquillement d'exploiter les données de l'énoncé. Au début de l'exercice, il est rappelé la teneur maximale autorisée, 200 mg par kg. Cela me permet de calculer la masse correspondante dans les 500 litres, la masse de gallate de propyle nécessaire avec la teneur maximale. On peut remarquer que dans les notations de l'énoncé sont utilisés les indices 1 et 2, respectivement pour l'acide gallique, un réactif, et le gallate de propyle, un produit. Je vais donc prendre soin de les utiliser ici dans la rédaction, et pour t'aider à bien comprendre la correction, je te les repasse ici en couleur. Du coup, on a M2 qui est égal à la teneur maximale, multipliée par la masse d'huile totale. Je remplace la masse d'huile par son expression en fonction de la masse volumique et du volume, pour retrouver que la teneur maximale dans 500 litres, c'est 91 grammes. Maintenant, il nous reste ces masses molaires qu'on n'a pas encore exploitées. Eh bien, elles vont nous être utiles pour pouvoir calculer la quantité de matière correspondant à ces 91 grammes, en utilisant cette relation. Petit n est égal à petit m sur grand M. Je conserve bien toujours deux chiffres significatifs pour le résultat, sans oublier de noter l'unité. Comme je te l'ai déjà dit, je te conseille de rédiger avec soin les différentes étapes de ton raisonnement et les calculs, de manière aérée sur ta copie, pour valoriser le mieux possible ton travail. Pour arriver au bout du raisonnement, il faut ensuite calculer la quantité de matière d'acide gallique nécessaire, qu'on va noter N1, en tenant bien compte du rendement de 60%. Je te rappelle au passage que le rendement de la synthèse se calcule en faisant le rapport entre la masse de produit obtenue et la masse de produit que l'on devrait obtenir théoriquement. Donc d'après l'équation de la réaction, comme chaque réactif et chaque produit est associé au nombre stoichiométrique 1, on a ce rapport de quantité de matière. J'ai repris, là encore, pour plus de précision, l'expression de N2 plutôt qu'une valeur arrondie. 0,71 mol, ce résultat qu'on trouve, eh bien ça correspond à la quantité de matière d'acide gallique nécessaire pour obtenir 500 litres d'huile d'olive possédant la teneur maximale autorisée. Et enfin, on y arrive, on détermine la masse d'acide gallique nécessaire en utilisant cette relation. M est égal à petit n fois grand M, en exploitant la dernière donnée, la masse molaire d'acide gallique. Il ne reste plus qu'à conclure et à commenter le résultat comme c'est demandé. La masse d'acide gallique nécessaire pour obtenir 500 litres d'huile d'olive possédant la teneur maximale en gallate de propyle autorisée par la réglementation est d'environ 120 grammes. Cela montre qu'une petite quantité d'acide gallique est suffisante pour produire une quantité significative d'huile, rendant le procédé efficace et économique.
Dans cette vidéo, révision de l'effet Doppler avec la correction détaillée d'un exercice tombé au bac cette année. Ce sera l'occasion de voir à quoi on peut s'attendre sur ce thème qui est de retour au programme de l'épreuve en 2024. On s'intéresse à la vitesse d'un coup droit matché au tennis de table et de l'utilisation d'un cinémomètre, appareil qui mesure la vitesse d'un objet par effet Doppler. La première question nécessite tout simplement de maîtriser le premier point du programme sur ce thème. Le candidat doit être capable de décrire et d'interpréter qualitativement les observations correspondant à une manifestation de l'effet Doppler. Je te rappelle que c'est un phénomène observé lorsque la source d'une onde et le récepteur sont en mouvement relatif l'un par rapport à l'autre. Ici, une relecture attentive du sujet permettait de comprendre assez facilement le principe, détaillé dans cette partie. D'abord, le cinémomètre émet une onde électromagnétique de fréquence notée F0 en direction de la balle. Puis la balle, en se déplaçant vers le cinémomètre, réfléchit cette onde. Le récepteur du cinémomètre reçoit donc l'onde après réflexion. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en raison de son mouvement, la fréquence de l'onde réfléchie, notée FR, est plus élevée que celle de l'onde émise. Je te remets ici une illustration de la vidéo de cours qui peut éventuellement t'aider à te souvenir que lorsqu'une ambulance s'approche d'un observateur, il perçoit un son plus aigu, donc la fréquence est plus élevée. On peut donc écrire que ce changement de fréquence est caractéristique de l'effet Doppler qui se produit lorsque la source de l'onde, ici la balle, se rapproche du récepteur, le cinémomètre. Question suivante. Déterminer le signe du décalage Doppler avec la situation où la balle matchée s'approche du cinémomètre. Comme je viens de te l'expliquer, lorsque la balle matchée s'approche du cinémomètre, la fréquence de l'onde réfléchie est plus élevée que celle de l'onde émise. Cela signifie que le décalage Doppler, qui est égal à la fréquence reçue moins la fréquence émise, est positif. En d'autres termes, la fréquence reçue par le cinémomètre, FR, est supérieure à la fréquence émise, F0. Ces deux questions permettaient donc bien de décrire et d'interpréter une situation qui illustre l'effet Doppler. On enchaîne avec le calcul de la vitesse de ce smash. On va pour ça tout simplement venir exploiter l'expression de la valeur absolue du décalage Doppler en fonction de la vitesse de la balle, de la célérité de l'onde et de la fréquence générée par l'émetteur qui est donnée dans l'énoncé et qui n'est évidemment pas à connaître par cœur. Il va falloir manipuler cette expression pour isoler et exprimer ce que l'on recherche, la vitesse, en divisant tout simplement par 2 fois f0 chaque membre et en multipliant par la célérité de l'onde. On veillera comme toujours lors des applications numériques à l'homogénéité des unités. Ici, il fallait bien exprimer la fréquence f0 en Hz, comme le décalage Doppler est exprimé en Hz. Pour ça, il faut multiplier par 10 puissance 9 pour convertir de GHz à Hz, tout simplement. Et il est également nécessaire de se souvenir de la valeur de la célérité de l'onde électromagnétique dans le vide, supposée connue d'après l'énoncé. L'expression du résultat se fait avec 3 chiffres significatifs et sans oublier l'unité, mètres par seconde. On arrive à la dernière question qui va nous amener à interpréter ce résultat en indiquant si la vitesse du smash, du joueur amateur, est du même ordre de grandeur que le record du monde. Pour pouvoir comparer ces deux vitesses, il faut évidemment les exprimer dans la même unité. Donc on va convertir celle qu'on vient de calculer en km/h. Si tu connais le facteur 3,6, tu peux évidemment l'utiliser, même si ici j'ai préféré repasser par la conversion par étapes. On écrit la vitesse sous forme de fraction, on convertit la distance, dans l'unité souhaitée, en kilomètres, puis la durée. Et on exprime le résultat avec 3 chiffres significatifs. Je renote ici la donnée du record du monde, vitesse du smash, 112,5 km/h. Et j'en profite pour te rappeler, puisqu'on parle d'ordre de grandeur, que cela correspond à la puissance de 10 se rapprochant le plus de la valeur. On peut donc dire que la vitesse du smash du joueur amateur est du même ordre de grandeur, 10 puissance 2 km/h, autrement dit 100 km/h, que le record du monde. Il s'agit donc ici d'un joueur amateur plutôt d'un bon niveau. J'espère que mes explications ont été claires et je te propose de continuer tes révisions sur ce thème dans cette playlist. Bon courage et à bientôt!